Aimez-vous lire? Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique littéraire présentée par Emma. Bonjour, c'est Emma, on est sur FDL, on est vendredi et je vais vous présenter un roman. Alors, je sais, j'ai déjà parlé de cette écrivaine, mais je recommence parce que vraiment je l'aime beaucoup. Donc je vais vous présenter de Céline Minard, Le Grand Jeu, paru aux éditions Rivage en 2016. Qui est Céline Minard? Elle est née à Rouen en 1969, elle vit à Paris. Elle a d'abord fait des études de philosophie et puis elle s'est mise assez rapidement à l'écriture. Elle a d'abord travaillé en partenariat avec une plasticienne qui s'appelle Scamparo et après elle s'est davantage consacrée à l'écriture. En 2007 et 2008, elle a été pensionnaire à la Villa Médicis et en 2011, elle a été pensionnaire à Kyoto à la Villa Kujoyama. Elle a eu plusieurs prix. Alors, elle a eu le prix Franz Hessel pour So Long Louise. Elle a eu la mention spéciale du prix Vepler en 2008 pour Bastard Battle. Elle a eu le prix Virillo, le prix du style, en 2013, et en 2014, elle a eu le prix du livre inter pour Faillir être flinguée. Elle est chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et entre tous ces romans de fiction, elle continue à travailler régulièrement avec Scamparo. Alors, je me suis demandé qui c'était Scamparo parce que j'en ai pas entendu parler, mais apparemment, elle a quand même une petite notoriété. Et donc, Scamparo, c'est une plasticienne qui réalise des installations, alors parfois sauvages, qui comprennent des objets, souvent des objets autour du plastique, pour évidemment dénoncer un peu cette invasion des objets plastiques, des dessins, des peintures. Et elle a un rapport privilégié avec la fréquentation littéraire, c'est-à-dire qu'elle va partir de thèmes parfois littéraires, comme par exemple le thème des héros, et elle va faire des installations autour du thème des héros. Et son idée, c'est évidemment de proposer, de multiplier finalement les angles de vue et les supports pour fabriquer un espèce d'espace flottant, intemporel. Voilà. Alors, peut-être on fait une petite pause et après je parle de l'histoire et puis je vous lirai quelques extraits. Voilà.
Je reviens avec Céline Minard, Le Grand Jeu. L'histoire du Grand Jeu, c'est l'histoire d'une femme dont on ne connaît ni l'âge, ni le nom, ni la vie d'avant, qui décide de s'installer le long d'une paroi rocheuse, dans une sorte de tube où elle peut vivre en totale autonomie. Alors, c'est une installation très high-tech, hein, c'est une histoire qui se passe aujourd'hui, donc il y a toute la technologie d'aujourd'hui pour permettre à un espèce de tube presque avec beaucoup d'ouvertures, enfin en verre, en plexiglas solide, suspendu dans le vide, au-dessus du vide en fait. Et cette femme, on ne sait même pas son âge, cette femme a décidé en fait de quitter la compagnie des hommes, des humains, pour voir qu'est-ce que c'est d'être dans une situation extrême, parce que c'est quand même une situation extrême, et sans humains autour d'elle. Elle s'installe là et avec l'intention donc de vivre. Il n'y a pas de projet dans le temps, c'est-à-dire que c'est un instant T et on ne sait pas si c'est un projet sur du long terme, si c'est un projet momentané. A priori, comme elle le vit, elle a l'intention de vivre le plus longtemps possible comme ça. Et donc, elle écrit un journal et où elle raconte dans son journal tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire ses activités, ses découvertes du lieu. Donc, elle découvre l'endroit idéal pour faire un jardin, donc ses activités de jardinage. Elle fait beaucoup d'escalade. Elle a apporté un violoncelle, donc elle joue de la musique. Elle lit beaucoup. Elle a tout ce qu'il faut pour faire la cuisine. Et donc, et elle fait des balades. Et elle se balade, elle découvre son territoire. Alors en fait, elle a acheté cette paroi rocheuse, c'est à elle. Elle a acheté, je ne sais plus combien de kilomètres carrés, je crois que c'est 25 kilomètres carrés, quelque chose comme ça, de montagne. Donc elle a son domaine à elle, qu'elle a acheté comme ça, elle ne le connaît pas. Donc il y a toute sa découverte du lieu, les balades et ses qualités physiques, enfin ce qu'elle a besoin de mobiliser physiquement, tout ça c'est décrit. Elle est vraiment entraînée. C'est quelqu'un de très entraîné et de très équipé. Alors, elle est équipée en tout avec du super matériel et elle sait vraiment tout faire. La seule chose, c'est qu'une fois qu'elle a été installée, qu'on lui a livré les dernières choses par hélicoptère, après, c'est fini, elle se débrouille. Et elle n'a pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, aucun moyen de communication avec le monde extérieur, hein. Et dans son journal, tout au long du livre, en fait, elle raconte ce qu'elle fait et elle se pose des questions régulièrement qu'elle tente de résoudre. En fait, c'est des questions philosophiques, des questions sur la prise de risque, sur la vie, etc. Et elle pose les questions et elle tente de les résoudre par l'action. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas quelqu'un qui s'interroge assise dans son fauteuil et qui rédige des explications philosophiques pour le monde. Pour elle, la pensée, elle se construit en même temps qu'on fait, en même temps que l'action. Elle se construit dans l'action. Donc, dans le livre, en fait, on avance avec elle et on chemine avec elle aussi bien au sens concret, c'est-à-dire on prend ces chemins de montagne, mais on chemine aussi dans sa pensée au fur et à mesure qu'elle avance, que sa pensée avance. Et
Alors évidemment, il y a une surprise dans le livre, c'est qu'elle fait tout, elle a tout organisé pour être seule au monde et pour se confronter elle seule dans un monde qui est quand même assez rude, et elle découvre qu'elle n'est pas seule en fait dans ces montagnes. Elle découvre un ermite. Donc elle se rencontre. Alors au début, elle pense que c'est un moine parce qu'il a quelque chose de complètement, c'est un personnage complètement incroyable, et elle découvre que c'est une femme. Et elles apprennent toutes les deux à se connaître, enfin elle surtout, parce que l'autre, on ne sait pas depuis combien de temps elle est là, comment elle fait pour vivre, ou même elle vit. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a probablement pas le même âge et qu'en tout cas, celle qui va devoir s'adapter, c'est pas l'ermite, c'est donc ce personnage qui n'avait pas du tout prévu ça dans son expérience, dans ce qu'elle souhaite vivre. Et donc, c'est assez intéressant la façon dont elles se rencontrent et comment leur relation se construit. Alors, pas mal autour de... Alors, c'est pas bavard. Elles font ensemble, mais elles ne se racontent pas. Ni l'une ni l'autre, elles se comprennent sans avoir besoin de mots. Par contre, elles picolent, ça picole dur. Dans son ermitage, enfin dans son logement high-tech, elle avait prévu des caisses de rhum parce que elle aime bien le rhum. Et donc c'est vraiment par ce biais-là qu'elles arrivent à rentrer en relation. Et cette femme, finalement, donc on découvre que c'est une femme, cette nonne s'appelle Dong Bin, c'est la seule personne dont on connaît le nom, et en fait, il s'avère au fil du livre qu'on se rend compte que c'est un peu comme un double, c'est comme un peu comme son double à elle, mais en beaucoup plus avancé dans la quête, et dans la quête de l'absolu, dans la quête spirituelle, et elle semble aussi, cette nonne, sans limite physique, et sans âge, et peut-être même éternelle. La question se pose. Par exemple, elle est capable de léviter. De se lever, donc léviter, c'est quitter la terre et se tenir à 1 mètre du sol sans rien qui soutient. Elle est capable aussi de se tenir tout en haut d'un poteau qui fait 7 mètres de haut sur un espace de 40 cm, assise, droite, pendant des jours sans manger, sans boire, voilà. Donc elle est arrivée à un niveau d'ascétisme complètement ahurissant. Et en fait, ces deux femmes, finalement, on ne va pas dire deviennent amies, parce que ce serait de l'ordre des relations humaines classiques, et ce n'est pas le cas. Mais elles rentrent en relation et en communication de façon incroyable. Et donc, ce personnage de Dong Bin va tirer l'héroïne donc du roman vers des choses de plus en plus impossibles à faire et qu'elle finit par arriver à faire aussi. Il y a notamment une histoire de slackline, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des morceaux de tissu extrêmement solides des rubans plats en fait très solides qu'on peut tendre entre 2 poteaux ou 2 arbres et on monte dessus et on peut faire des figures là-dessus, c'est comme des équilibristes. Et donc il y a des scènes où elles ont tendu une slackline entre 2 pitons rocheux, elles sont au-dessus du vide et elles font des trucs ahurissants là-dessus, quoi. Donc bon, ça a un côté évidemment complètement incroyable, hallucinant. On ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, si c'est possible ou pas possible. Mais en tout cas, Dong Bin, elle le fait. Et voilà, ça c'est déjà l'histoire. Peut-être je fais une petite pause.
I see my redhead, messed bed, tear shed, queen bee miss squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Je reviens avec Céline Minard, Le Grand Jeu, pour vous parler un peu du style quand même, parce que Céline Minard, elle est assez caractéristique par des styles, elle peut tout faire en écriture. Donc là, c'est encore une complètement autre façon d'aborder le texte que Le Dernier Monde ou Son longue Louise ou Faillir être flingué. Et puis après, je vous lirai quelques extraits, parce que c'est vraiment, ça vaut le coup. Alors, dans cette écriture ici, elle a décidé finalement de se tenir au plus près d'une pensée en action. Donc, elle va pas faire de grandes phrases, elle va poser des questions, un peu toujours les mêmes, qui sont récurrentes parfois en fin de chapitre. Elle reprend les questions, parce qu'on a un petit peu avancé dans la réponse, mais finalement, la question se pose toujours. Donc, il y a aussi une forme un peu d'humour dans le fait de reprendre la question pour relancer encore autre chose. Et donc, ce sont des phrases très simples qui se répondent, qui se renvoient l'une l'autre. Il n'y a pas, comme dans ces autres livres, ces grandes envolées lyriques, ces délires poétiques à partir d'un mot inventé ou pas, ou d'un insecte qui se balade et d'un coup, il y a tout l'univers des insectes avec des termes très scientifiques où il leur arrive des trucs invraisemblables. Il n'y a pas ça du tout. Ça reste très, si on veut, terre à terre, mais en même temps, ça se passe dans la montagne, dans des endroits complètement invraisemblables. Donc, on est sur une écriture assez dépouillée, efficace, pratique, comme doit l'être la pensée de quelqu'un qui est en situation de risque éventuellement permanente. On va pas perdre son temps à imaginer des trucs. Là, il faut trouver la bonne prise pour la main pour faire la paroi. Il faut être efficace avant tout. Donc, c'est une écriture qui est assez... qui est dans une forme de dénuement qui va très bien, finalement, avec la quête de spiritualité ou la recherche ascétique presque de l'héroïne. Alors, il y a bien... Elle se laisse parfois aller forcément, parce que c'est quand même Céline Minard, à quelques vocabulaires techniques ou scientifiques, parce qu'on sent qu'elle aime ça. Mais
comme je le disais, c'est pas l'occasion de grand développement, ça reste juste le terme qui correspond à ce moment-là. Et voilà, c'est donc le côté, moi ce qui m'a frappé dans cette façon d'écrire ce livre-là, c'est ça, par rapport à ces autres livres, c'est une espèce de simplicité de l'écriture, tout en étant quand même, elle aborde toujours, mais ça c'est incontournable chez elle, des thèmes profonds. Voilà pour le style, et je vais quand même aller, on a encore un petit peu de temps, je vais vous lire quelques extraits. Alors, voilà, une réflexion par exemple sur le conditionnel. Et en fait, je l'ai lu, puis après, j'y ai beaucoup repensé. Je me suis dit, mais oui, c'est vraiment le conditionnel, finalement, c'est un temps dans notre langue qui est complètement incroyable. Alors, le conditionnel introduit une illusion d'avenir à l'intérieur du passé. Il ouvre une brèche, un éventail de fantômes dans la nécessité des faits irréversibles qui ont déjà eu lieu. Il n'y aurait pas de détresse sans le conditionnel. La faim, l'épuisement, la douleur, la mort, si ça se trouve. Mais pas de détresse. Ou je me trompe ? Parce qu'en fait, avant ça, et c'est drôle, où je me trompe, parce que bon, oui, c'est une espèce de phrase comme ça, et en fait, bon, c'est une recherche, donc peut-être qu'elle se trompe, mais moi ça me parle quoi. Après je me suis dit mais oui au fond pourquoi est-ce que parfois le regret, qu'est-ce que c'est que le regret quand quelque chose est fait, c'est fait. Donc je n'aurais pas dû, c'est idiot finalement, c'est une perte de temps. Donc voilà, elle dit des petites choses comme ça. Alors là elle fabrique un mur pour son jardin potager, pour protéger du vent, etc. Assembler les pierres est un jeu de l'esprit assez comparable à la marche dans les blocs. Ce sont elles qui dictent le geste. Le reste est une affaire de calcul et d'économie intuitif. Comme le déplacement, la construction est un agencement spatial dynamique, un ensemble de petites décisions rapides dont l'enchaînement va décider de la cohérence pour le mur et de la fluidité pour le parcours. Ça, c'est son expérience d'alpiniste et de constructrice de murs. Parce que moi, ça m'est arrivé de faire un mur et vraiment, le choix de la pierre, le mur, il est dicté par le choix de la pierre, vraiment. Alors, autre petit passage, c'est le passage où elle voit la nonne, enfin Dongbin, donc, qu'elle pense être un moine ou quelque chose comme ça, pour la première fois. Donc elle repère d'abord aux jumelles une maison prise entre les rochers. Et puis, voilà la description. 2 bancs flanquaient l'entrée de chaque côté. Et sur celui de droite se tenait une petite forme ronde, ramassée, que j'ai d'abord prise pour un vêtement oublié, une parka ou une couverture. Quand j'ai vu le tas de laine produire un bras long, maigre, agité de secousses, mes boyaux se sont serrés dans mon ventre. J'ai reposé d'instinct les jumelles. La décharge d'adrénaline a fait fourmiller mes doigts de pied et mes mains. J'ai repris les jumelles en respirant profondément. Le tas de laine était toujours sur le banc, un bras en sortait, c'était un fait, et au bout, une main sèche continuait de s'agiter vigoureusement. C'est la première fois qu'elle la voit de loin. J'en ai plein d'autres passages. Je ne sais pas si je peux encore. Ah oui, ça c'est intéressant. Parce qu'elle est perturbée du coup. L'héroïne, elle ne s'attendait pas du tout à ne pas être seule au monde dans ce lieu. Et donc elle se trouve obligée de se poser la question de la relation humaine, alors qu'elle pensait ne plus avoir à se poser cette question. Je veux imaginer une relation humaine qui n'aurait aucun rapport avec la promesse ou la menace, qui n'aurait rien à voir, rien du tout, avec la séduction ou la destruction. J'ai des relations avec les animaux, j'en ai. Ils en ont avec moi. Je n'ai pas de relation humaine avec les animaux. Est-ce que je pourrais être le lion, avoir une réponse de lion à l'intérieur d'une menace ou d'une promesse humaine ? Une réponse de lézard. Voilà. Bon, j'espère que ça parle à plein de gens. Moi, ça me parle, mais bon, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager. Est-ce qu'il y a un jeu ? Le début d'un jeu entre le tas de laine et moi.
Le tas de laine, c'est donc cette nonne qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas encore fait connaissance. Et si c'était le chat qui apprenait quelque chose à la boulette de papier? Parce que c'est un peu... Enfin voilà. Allez, encore un? Encore un. Je cherche parce que j'ai tous mes petites notes. Je ne peux pas, personne ne le peut, ne pas prêter attention à la présence d'un humain. D'une coccinelle, d'un geais, d'un isard, d'une souris, oui, mais pas d'un humain. C'est un fait. Dès que je vois un humain, j'ai l'idée d'une relation entre lui et moi. Je m'en rends compte. Je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Encore moins dans la position isolée dans laquelle je me trouve, que j'ai choisie, dans laquelle je m'exerce et cherche à savoir si on peut vivre hors jeu, en ayant supposé qu'on le peut, et que c'est une des conditions requises pour obtenir la paix de l'âme. C'est une hypothèse que j'ai faite et que je m'efforce de vérifier. Et tout à coup, il y a un moine, enfin une nonne, disons, qui ne ressent pas la menace, qui plonge son regard dans le mien comme elle le plonge dans le lac. Est-ce un contact visuel? Est-ce qu'elle a un contact visuel avec le lac aussi? Tout à coup, il y a une nonne qui vous chie au nez. Parce que c'est comme ça aussi. Bon, voilà. J'arrête. Mais je le conseille, ce livre, il est assez... C'est pas un gros livre. Il est facile à lire, l'écriture est simple et l'expérience est intéressante. Voilà. Donc c'est Le Grand Jeu de Céline Minard aux éditions Rivage. À bientôt. Des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme au Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre. Tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre. Tes mains qui courent, je n'en peux plus de